18 mars 1921. Peu après l'aube, la campagne autour de Crosby repose dans un calme trompeur sous un ciel irlandais blême. Une brume légère s'accroche aux haies et aux murets de pierre, estompant les ondulations des terres agricoles qui s'étirent vers la vallée de la Lie. Le sol, détrompé par la pluie nocturne, est lourd sous les pas. Au loin, quelque part, des bottes raclent le gravier. Des fusils heurtent doucement les sangles. Dans l'air froid du matin, le son porte plus loin que prévu. Dans un creux peu profond près du carrefour, un peu plus d'une centaine d'hommes attendent en silence. Leurs manteaux sont usés. Leurs munitions se comptent à la poignée, non à la caisse. Ils connaissent le terrain par la mémoire plutôt que par les cartes. Autour d'eux, invisibles mais se refermant lentement, plus d'un millier de soldats prennent position. Unités régulières de l'armée britannique, auxiliaires, constables, entraînés, armés, confiants dans le nombre. Le plan est simple. Cerner, contenir, détruire. Pour les hommes de Crosby, il n'y aura ni renfort, ni colonne de repli, ni arrière sécurisée. Chaque route de sortie est surveillée. Chaque champ au-delà des haies est mesuré à portée de fusil. Ce qui va suivre se jouera en quelques minutes, mais cela s'est construit pendant des années, façonné par l'Empire, la rébellion et les leçons d'une guerre mondiale à peine achevée. Et tandis que la brume commence à se lever, l'équilibre entre certitude et survie commence à vaciller. Au printemps 1921, l'Empire britannique se trouvait lui aussi à un carrefour. La Grande Guerre s'était achevée moins de 3 ans auparavant, laissant une victoire sans certitude. La Grande-Bretagne avait mobilisé des millions d'hommes, perdu près d'1 million de morts et sortait du conflit épuisé, endetté, socialement fragilisé. À travers l'Empire, une autorité jadis jugée inébranlable révélait désormais ses fissures. L'Inde, l'Égypte, l'Irak et l'Irlande pressaient tous contre le contrôle impérial, chacun façonné par la même réalité d'après-guerre. Les promesses faites en temps de guerre ne concordaient plus avec la paix. L'Irlande occupait une place particulière dans ce moment. Ce n'était pas une colonie lointaine, mais une île liée à la Grande-Bretagne par des siècles de conquête, de colonisation et de résistance. L'insurrection de Pâques 1916, écrasée militairement en quelques jours, avait échoué sur le champ de bataille mais réussi à déplacer le centre de gravité politique. Les exécutions menées dans son sillage transformèrent l'opinion publique. Ce qui n'était jusque-là qu'une cause révolutionnaire minoritaire se durcit en mouvement national. En 1919, l'armée républicaine irlandaise, réorganisée à partir des volontaires, passa de la résistance symbolique à une guerre de guérilla soutenue. Ce conflit se déroulait à l'ombre du front occidental. Beaucoup des officiers britanniques désormais déployés en Irlande avaient servi en France et en Flandre. Ils apportaient avec eux des présupposés forgés dans la guerre industrielle. La conviction que la supériorité numérique, la puissance de feu et la coordination pouvaient venir à bout de n'importe quel adversaire. Renseignements, patrouilles, cordons et ratissage devinrent le langage de la contre-insurrection. L'objectif n'était pas seulement de vaincre des insurgés armés, mais d'asphyxier l'environnement qui leur permettait d'opérer. Le comté de Cork, en particulier, devint un point focal. Assez rural pour abriter des colonnes volantes, mais suffisamment connecté pour menacer voies ferrées, casernes et lignes d'approvisionnement. Les embuscades se multiplièrent. Les pertes britanniques augmentèrent régulièrement. La réponse suivit un schéma familier. Des renforts arrivèrent. La Royal Irish Constabulary fut renforcée par les auxiliaires et les Black and Tan, des vétérans de la Grande Guerre recrutés pour leur dureté plutôt que pour leur tenue. La loi martiale fut proclamée dans certaines parties du comté. Les représailles devinrent une pratique, qu'elles soient officiellement reconnues ou non. Au début de 1921, le commandement britannique estima s'adapter. Des opérations de grande ampleur furent conçues pour piéger les unités mobiles de l'IRA avant qu'elles ne puissent se disperser. Des rapports de renseignement indiquaient que la colonne volante de Tom Barry, responsable de plusieurs embuscades réussies, opérait près de Crosby. Barry était déjà connu des officiers britanniques comme ancien soldat lui-même, un homme qui comprenait leur méthode, et les avait délibérément inversés. Aux yeux des planificateurs britanniques, la solution paraissait simple. Concentrer, sceller chaque route, pousser les insurgés vers l'intérieur jusqu'à ce que toute résistance s'effondre sous le poids et l'inéluctabilité d'une force écrasante. C'était une méthode qui fonctionnait sur le papier et sur les terrains d'exercice. Elle portait avec elle la confiance d'un empire qui avait survécu aux tranchées. Ce qui fut sous-estimé, ce ne fut pas la détermination irlandaise, mais son adaptation, la manière dont les leçons des champs de bataille européens étaient réinterprétées dans des champs, des chemins creux et des haies, loin de toute ligne de front. Et à mesure que l'aube approchait en ce 18 mars, ces erreurs de calcul étaient déjà en mouvement. En 1921, la guerre en Irlande s'était installée dans un schéma familier à aucun des deux camps, mais dangereux pour tous. Il n'y avait ni ligne de front,
Ni déclaration avant les combats, ni objectif fixe tenu durablement. Le contrôle n'existait que par instant, mesuré par le retour ou non d'une patrouille, par l'état d'une route, par la présence intacte d'une caserne à l'aube. L'armée républicaine irlandaise, à court d'armes et constamment en infériorité numérique, s'était réorganisée autour de la mobilité plutôt que de la défense. La colonne volante devint son instrument le plus tranchant. Dans le comté de Cork, ce modèle atteignit sa forme la plus aboutie. De petites unités disciplinées se déplaçaient sans cesse, dormant dans des granges, des forêts ou à même les champs, s'appuyant sur le soutien local pour la nourriture, le renseignement et la dissimulation. Elles ne tenaient pas le terrain. Elles frappaient, se retiraient, disparaissaient. Tom Barry, commandant de la colonne volante de l'ouest de Cork, imposa des règles strictes, héritées de son propre service dans l'armée britannique pendant la Grande Guerre. Le feu n'était ouvert qu'à portée décisive. Les munitions étaient économisées. La panique était considérée comme plus dangereuse que l'ennemi. Les services de renseignement britanniques avaient identifié la colonne de Barry comme une cible prioritaire. Elle avait tendu des embuscades à des patrouilles, capturé des armes et sapé la confiance britannique sur une vaste zone rurale. Des rapports remontaient, décrivant des hommes qui ne cédaient pas sous la pression, qui contre-attaquaient lorsqu'ils étaient encerclés, qui comprenaient les manuels et les routines britanniques et en exploitaient la rigidité. Pour Londres comme pour le château de Dublin, cette colonne représentait non seulement une menace tactique, mais aussi une menace symbolique. Elle montrait que la rébellion avait atteint sa maturité. L'opération planifiée pour le 18 mars comptait parmi les plus vastes jamais lancées contre une unité de l'IRA durant tout le conflit. Plus d'1 millier d'hommes issus de l'armée britannique, de la Royal Irish Constabulary et de la division auxiliaire furent mobilisés, déployés pour encercler une zone relativement restreinte près de Crosbarry. Les routes furent bloquées avant le lever du jour. Des colonnes avancèrent depuis plusieurs directions, coordonnées par des horaires précis. L'hypothèse était que les voies de fuite pourraient être scellées plus vite que l'IRA ne pourrait réagir. Pour les forts britanniques, l'attente était dictée par l'arithmétique. 100 d'hommes pouvaient être cloués sur place, encerclés, puis réduite. Toute résistance, si elle survenait, serait brève. La reddition était jugée probable. Le souvenir de la guerre conventionnelle persistait. L'encerclement avait toujours signifié l'anéantissement. À l'intérieur de la colonne volante, la réalité était tout autre. Les hommes savaient qu'ils avaient été compromis. Des éclaireurs avaient signalé des mouvements de troupes pendant la nuit. Barry comprit immédiatement l'intention. Il n'y aurait pas de dispersion à la faveur de l'obscurité. Le filet était déjà trop serré. Rester immobile signifiait une destruction lente, par attrition. La seule option était le mouvement délibéré, violent, concentré. Les armes furent vérifiées en silence. Les fusils passèrent de main en main. Les cartouchières furent comptées une fois encore. Parmi les hommes, aucune illusion ne subsistait quant aux chances. Ils connaissaient les effectifs ennemis. Ils connaissaient le terrain. Ils savaient aussi que l'hésitation leur coûterait tout. Dans les champs autour de Crosbarry, le conflit était sur le point de se condenser en une seule question. La masse pouvait-elle vaincre l'élan? Et tandis que les premières unités britanniques refermaient le cercle, cette question passait de la théorie à l'action. Pour les hommes de la colonne volante, la réalité humaine de Crosbarry ne se mesurait pas en termes de stratégie, mais d'endurance. La plupart avaient à peine la vingtaine. Certains étaient plus jeunes encore. Leur vie, au cours de l'année écoulée, s'était réduite à une répétition incessante, marcher, attendre, frapper, repartir. Le sommeil venait par fragments. La nourriture était simple et rare, souvent du pain et du thé pris en silence avant de reprendre la route. Les bottes s'usaient jusqu'à la corde. Les manteaux absorbaient la pluie et ne séchaient jamais vraiment. Pourtant, la discipline tenait, car le désordre signifiait la mort. Ce qu'ils portaient avait un poids précis. Chaque fusil était à la fois une protection et un fardeau. Les munitions étaient si limitées que chaque balle avait une raison d'être avant même d'être tirée. Cette pénurie façonnait le comportement. Le feu était contrôlé. Les cibles soigneusement choisies. Il n'y aurait pas d'échange prolongé, pas d'abandon au vacarme. Les hommes savaient que les forces britanniques, entraînées au feu en salve et soutenues par le nombre, s'attendaient à ce que l'engagement s'amplifie en volume. La colonne volante visait l'inverse, la compression plutôt que l'expansion. Du point de vue britannique, l'opération promettait une conclusion. Beaucoup de soldats avançant sur Crosbarry avaient servi en France ou en Palestine. Ils reconnaissaient la structure d'un encerclement. La géométrie leur était familière. Routes bloquées, champs surveillés, un périmètre qui se resserre. Contre des forces irrégulières, ce type de manœuvre avait déjà réussi ailleurs dans l'Empire. Les rapports suggéraient que les Irlandais tenteraient de se disperser, de se fragmenter en individus pour s'échapper à travers les haies et les fossés.
La réponse britannique avait précisément été conçue pour interdire cette possibilité. Tactiquement, le déséquilibre était évident. Les unités britanniques disposaient de mitrailleuses, de grenades et de profondeur opérationnelle. Elles pouvaient encaisser des pertes. L'Iran ne le pouvait pas. L'attente était claire. Une fois le contact établi, la pression augmenterait jusqu'à l'effondrement de toute résistance. La reddition suivrait, ne serait-ce que pour préserver des vies. Pour les commandants britanniques, Crosby ressemblait moins à une bataille qu'à une arrestation différée, menée à grande échelle. Mais le paysage lui-même sapait ses certitudes. Les champs étaient morcelés par des murets de pierre et des épaisses qui limitaient la visibilité et brisaient les formations. Les borines étroits forçaient les déplacements en file indienne. Le terrain favorisait ceux qui connaissaient chaque relief, chaque pli du sol, ceux qui savaient où le son portait et où il s'éteignait. La colonne volante avait répété ses mouvements dans cette campagne sans jamais la considérer comme un terrain. C'était simplement chez elle. Dans ce contraste entre attente et réalité vécue, l'équilibre commença à basculer. Les forces britanniques avançaient avec une confiance née du nombre et de la doctrine. L'IRA attendait avec la certitude que cette doctrine pouvait être retournée contre elle-même, utilisée de l'intérieur. Et entre les deux se trouvait l'instant où le contact aurait lieu, non comme le choc de deux armées, mais comme l'épreuve décisive de savoir si la discipline dans la pénurie pouvait l'emporter sur la confiance dans l'abondance. Le commandement à Crosby ne se manifestait ni par des discours ni par des gestes théâtraux. Il existait dans la préparation. Tom Barry avait depuis longtemps renoncé à l'idée que le courage, à lui seul, pouvait compenser l'infériorité. Il croyait au contraire à la violence contrôlée des frappes brèves, écrasantes, appliquées exactement là où l'ennemi s'attendait le moins à rencontrer une résistance. Son autorité au sein de la colonne reposait sur la constance. Les ordres étaient simples, répétés, appliqués. La panique était corrigée immédiatement. L'initiative existait, mais seulement à l'intérieur d'une compréhension partagée de l'intention. Barry comprenait aussi la psychologie de son adversaire. Les officiers britanniques étaient formés à accroître la pression dès le premier contact, à faire monter des réserves, à dominer le terrain par la présence. Barry comptait exploiter ce réflexe. Si un seul point de l'encerclement pouvait être brisé avec vitesse et intensité, les unités voisines réagiraient conformément à leur entraînement, hésiter, se redéployer, chercher à comprendre. Dans ces secondes d'incertitude, un espace s'ouvrirait. Pour les Britanniques, le commandement opérait à distance. L'opération impliquait de multiples unités convergeant vers une cible censée céder devant l'arithmétique. Les ordres mettaient l'accent sur la coordination plutôt que sur l'adaptation. Les communications reposaient sur des messagers et des horaires préétablis. Une fois le mouvement lancé, la souplesse se réduisait. L'hypothèse dominante était que le contact serait localisé et bref. Aucune disposition n'avait été prise face à une contre-attaque concentrée. Une dimension morale se glissait aussi sous l'aspect tactique. Les forces britanniques entraient à Crosby convaincues de rétablir l'ordre. Beaucoup ne voyaient pas l'IRA comme une force combattante, mais comme des criminels soutenus par l'intimidation. L'idée était que la supériorité de la force imposerait la légitimité par l'inévitabilité. Les volontaires irlandais, à l'inverse, mesuraient la légitimité autrement. Ils ne combattaient pas pour tenir un territoire, mais pour démontrer que l'autorité pouvait être défiée et survivre à ce défi. Cette différence façonnait les comportements sous le feu. Les troupes britanniques avançaient avec prudence, mais sans urgence. L'IRA, elle, ne se préparait qu'à l'urgence. Quand le moment viendrait, l'hésitation appartiendrait à celui qui était le moins habitué à être surpris. À mesure que l'encerclement se resserrait, de petits sons se propageaient à travers les champs, des bottes qui se repositionnent, de l'équipement que l'on ajuste, le contact métallique d'un fusil contre une boucle. Des bruits ordinaires de la vie militaire et pourtant chargés de la rupture imminente. D'un côté, le commandement reposait sur la structure. De l'autre, il reposait sur le timing. Et ce timing allait être mis à l'épreuve. Le premier contact eut lieu peu après que la lumière se fut suffisamment renforcée pour dessiner les contours des champs. Des troupes britanniques avançant depuis l'est progressaient prudemment, se glissant le long des haies et des murets, fusils prêts mais canons baissés. Leur hypothèse restait intacte. Toute résistance rencontrée serait dispersée et de courte durée. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était la concentration qui se formait directement devant eux. Tom Barry choisit ce point délibérément. Ce n'était pas la position la plus faible, mais la plus prévisible, là où les forces britanniques s'attendaient à l'obéissance plutôt qu'à l'assaut. À courte distance, la géométrie de l'encerclement s'effondra dans l'immédiateté. Les ordres furent transmis à voix basse. Les hommes avancèrent par bons cours, ras du sol, réduisant la distance en tirée. Les premiers coups partirent presque simultanément, tirés depuis les positions mesurées en yards plutôt qu'en champs.
L'effet fut immédiat et désorientant. Les troupes britanniques, entraînées à répondre au contact en se déployant vers l'extérieur, se retrouvèrent sous un feu soudain et intense venant d'une direction qu'elles croyaient sûre. Le volume n'était pas important, mais il était précis. Des officiers tombèrent dès les premières secondes. Des sections hésitèrent. Les ordres se chevauchèrent. Ce qui avait été une avance contrôlée se fragmenta en réactions dispersées. Lyra pressa l'avantage sans la moindre pause. Il n'y eut aucune tentative de tenir le terrain, seulement de le rompre. Les fusils claquaient en rafales brèves et isolées. Les grenades étaient utilisées avec parcimonie, lancées non pour détruire, mais pour briser la cohésion. Le bruit du combat resta contenu, ne s'amplifiant jamais en ce grondement continu que les unités britanniques associaient habituellement à l'engagement. Cette tenue brouilla les estimations de force. Les rapports remontant vers l'arrière grossirent les effectifs adverses, un feu discipliné étant pris à tort pour une masse importante. En quelques minutes, l'encerclement montra sa première déchirure. Les unités britanniques à l'arrière tentèrent de renforcer le point de rupture, mais la progression dans les chemins étroits et les champs ralentit la réaction. Les messages, le temps d'arriver, ne correspondaient déjà plus à la réalité. La conception même de l'opération, sa dépendance à la synchronisation, se retournait contre elle. À l'intérieur de la colonne volante, il n'y eut ni célébration ni exaltation visible. Le mouvement se poursuivit comme ordonné, en avant et à travers. Les pertes étaient constatées et absorbées sans cérémonie. L'attention restait fixée sur l'élan. S'arrêter maintenant aurait invité l'effondrement par les flancs. À mesure que la percée s'élargissait, le feu britannique s'intensifia mais perdait toute direction. Les hommes tiraient sur des sons et des mouvements, incapables d'évaluer la taille ou l'intention de l'ennemi. L'hypothèse de la reddition se dissipa, remplacée par la prise de conscience qu'ils étaient attaqués par une force qui ne se comportait pas comme prévu. Le moment de l'inévitabilité était passé. Ce qui suivrait déterminerait si Crosby deviendrait une annihilation ou une évasion. Les combats se comprimèrent en quelques minutes rapprochées et d'une violence extrême. Les distances s'effondrèrent. Des champs qui, quelques instants plus tôt, semblaient vastes, devinrent des corridors étroits de mouvement et de feu. Les troupes britanniques tentèrent de se reformer, mais le choc de la rupture initiale se propagea vers l'avant. Les unités arrivant pour colmater la brèche ne rencontrèrent pas un ennemi en retraite, mais des hommes qui progressaient à travers elle avec détermination, avançant assez vite pour empêcher toute prise de mesure. Au cœur de la percée, la discipline se révéla décisive. Les volontaires de l'IRA progressaient par bons cours, utilisant murets et fossés comme abris temporaires, ne s'arrêtant jamais assez longtemps pour être fixés. Le feu restait sélectif. Chaque tir était ajusté. Les munitions étaient économisées même lorsque l'intensité montait. La colonne se comportait moins comme une force fuyant la destruction que comme une unité menant un assaut délibéré à travers un terrain hostile. Les réactions britanniques arrivèrent de manière fragmentée. Des mitrailleuses furent avancées, mais les lignes de vue étaient médiocres et les cibles fugitives. Les grenades éclataient contre la pierre et la terre, avec peu d'effet au-delà du bruit et de la confusion. Les officiers tentaient de rétablir l'ordre, mais le commandement se dissolvait en action locale. L'abondance même des moyens, les effectifs eux-mêmes devinrent un handicap. Les déplacements engorgeaient les chemins. Les champs se remplissaient d'hommes incapables de voir au-delà de la haie suivante. Les pertes augmentaient de manière inégale. Les pertes britanniques furent plus lourdes que prévu, non à cause d'un feu soutenu, mais à cause de son timing. Des hommes exposés lors de repositionnement furent touchés. Ceux qui tentaient de se ruer en avant étaient abattus par des fusils invisibles qui tiraient une fois, puis se taisaient. Pour l'IRA, les pertes furent moindres mais plus coûteuses, chaque homme étant irremplaçable. Les blessés n'étaient assistés que brièvement avant que le mouvement ne reprenne. Il n'y aurait aucune évacuation tant que la percée ne serait pas achevée. En fin de matinée, la colonne volante avait franchi le cordon brisé. Le bruit des tirs commença à s'éloigner derrière elle. Les unités britanniques, incertaines de poursuivre une retraite ou d'être attirées dans une nouvelle embuscade, ralentirent. Les ordres de regroupement remplacèrent les ordres d'avance. L'énergie du combat se dissipa, ne laissant derrière elle que du matériel épars, des douilles vides et la prise de conscience stupéfaite qu'une force supposée piégée s'était volatilisée. Lorsque le silence revint à Crosby, il avait un poids différent. L'encerclement avait échoué. Plus d'1 millier d'hommes avaient été déjoués par une centaine qui refusaient de se comporter comme prévu. Le champ de bataille n'offrait aucune ligne claire de victoire, seulement l'absence et les traces de mouvement là où l'anéantissement avait été planifié. Cette absence allait bientôt exiger des explications. Dans les heures qui suivirent, les rapports commencèrent à se cristalliser en chiffres. Les bilans britanniques reconnurent plusieurs morts et des dizaines de blessés, bien que les nombres exacts varient selon les unités et les récits ultérieurs.
Cette disparité reflétait la confusion plus que la dissimulation. Aucun commandant n'avait observé l'engagement dans son ensemble. Ce qui avait été conçu comme une opération coordonnée s'était dissous en une série de rencontres disjointes, chacune comprise seulement par fragments. Pour l'armée républicaine irlandaise, l'issue fut immédiatement évidente. La colonne volante s'était dégagée suffisamment intacte pour rester opérationnelle. Les armes capturées lors d'actions antérieures furent conservées. Les munitions, bien que réduites, n'avaient pas été gaspillées. Les pertes se limitaient à un petit nombre de tués et de blessés, lourdes pour une force de cette taille, mais non décisives. En quelques jours, la colonne se disperserait, se reformerait et reprendrait ses opérations ailleurs. Les évaluations internes britanniques furent plus révélatrices que les déclarations publiques. Les rapports soulignaient l'agressivité inattendue de la percée et la discipline des assaillants. L'hypothèse selon laquelle l'IRA se disperserait sous la pression fut discrètement abandonnée. Des officiers commençaient à reconnaître que certaines colonnes volantes avaient atteint un niveau de compétence tactique comparable à celui de troupes régulières, malgré leur manque de ressources. Cette prise de conscience ébranla la doctrine existante. Il y eut aussi un règlement de compte psychologique. L'encerclement avait longtemps été considéré comme une mesure décisive, une démonstration de contrôle. À Crossbarry, il produisit l'effet inverse. Au lieu de la soumission, il provoqua la concentration. Au lieu de l'effondrement, il révéla l'initiative. Le message se diffusa dans les casernes comme dans les états-majors. Le nombre, à lui seul, ne garantissait plus l'issue. La réaction locale se propagea rapidement. La nouvelle circula de bouche à oreille avant d'atteindre les journaux. Pour les partisans de l'indépendance, Crossbarry devint la confirmation que la survie, en soi, pouvait constituer une victoire. Pour les forces britanniques, l'événement introduisit de la prudence là où la confiance avait été jusque-là automatique. Les patrouilles se firent plus lourdes. Les opérations devinrent plus méthodiques. La guerre ne s'interrompit pas, mais son rythme changea. Et ce changement dépassa le comté de Cork, influençant des décisions prises loin des haies où l'affrontement s'était déroulé. À mesure que les implications de Crossbarry s'imposaient, elles dépassèrent les listes de pertes et les rapports opérationnels. L'engagement força une réévaluation de la stratégie britannique de contre-insurrection à un moment critique du conflit. Les grandes opérations de bouclage et de ratissage, autrefois perçues comme la réponse décisive à la guérilla, apparurent désormais lourdes et peu fiables face à un adversaire refusant de se conformer aux schémas attendus. La croyance selon laquelle une force écrasante pouvait contraindre la résistance à la soumission s'affaiblit. Au sein des cercles de commandement britanniques, l'idée gagnait du terrain que le conflit irlandais ne pourrait pas être résolu par des moyens purement militaires. Crossbarry s'inscrivit dans une séquence d'engagement, Kim Michael avant lui, d'autres après qui suggéraient un plafond à ce que la force seule pouvait accomplir. Chaque encerclement manqué érodait la perception d'inévitabilité qui soutenait l'autorité impériale. Le contrôle pouvait être imposé temporairement, mais jamais de manière définitive. Pour le mouvement républicain irlandais, l'effet fut immédiat et durable. Crossbarry renforça la crédibilité du modèle de la colonne volante et valida l'insistance de Tom Barry sur la discipline et l'agressivité sous pression. Il démontra que survivre face à des forces supérieures n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une méthode reproductible. Cela comptait profondément dans une guerre où le moral était aussi décisif que les armes. Les volontaires disposaient désormais d'une preuve concrète qu'ils pouvaient affronter les opérations les mieux planifiées de l'Empire et en sortir intacts. L'engagement eut également une résonance politique. Au printemps 1921, des négociations étaient déjà envisagées en parallèle d'une intensification des combats. Des événements comme Crossbarry durcirent les positions des deux camps tout en clarifiant les réalités. Pour les décideurs britanniques, le coût d'une escalade continue devenait plus visible. Pour les dirigeants irlandais, l'endurance militaire renforçait la position de négociation. Symboliquement, l'image demeura. Une petite force perçant un anneau qui se resserre, fusil serré contre elle, munitions comptées, mouvements mesurés. Elle exprimait une vérité plus large sur le conflit, celle d'une autorité fondée uniquement sur la masse et la procédure, capable d'être perturbée par l'adaptabilité et la détermination. La guerre se poursuivrait encore plusieurs mois, mais son issue était de plus en plus façonnée par des moments de ce type, où attentes et réalité divergeaient brutalement. Et dans cette divergence, le sang